Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Pequignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Alexandre Baumann, Effondrement, Burn-out et échec scolaire, 2020. Romain Steffeni, Antispécisme, l'animal moral, 2020. Abdoulaye Ngom, Migration clandestine sénégalaise vers l'Europe. Enjeux, déterminants et perspectives, 2020. Charles Pérez, Karina Sokolova, Prison numérique. Mise en lumière de quelques nuances sombres de notre société numérique, 2020. René MuzaliwamasImango, La juridification du politique, 2020. René MuzaliwamasImango, Enjeux des théories des crises politiques, 2020. Jacques Langlois, Du système libéralo-capitaliste moderne, 2020. Benjamin W. Kurtz, L'industrie télévisuelle revisitée. Typologie, relations sociales et notions S du succès, 2020. Jean-Yves Cornachon, Liberté en péril, 2020. Philippe Comte, La vraie révolution sera spirituelle. Comprendre pour agir, 2020. Alexandre Baumann, Les contenus scolaires, source d'inégalités. Une nouvelle piste pour les sciences de l'éducation, 2020. François Auguste, La démocratie en pratique. Demain commence aujourd'hui, 2020. Sigles et abréviations. BAC, Brigade anticriminalité. BCL, Bougainville Copper Limited. BLM, Black Lives Matter. HRLC, Human Rights Law Centre. OHCHR, Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. PHMSA, Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration. PIB, Produit intérieur brut. Introduction. Qu'est-ce qui peut bien inciter des populations à se soulever et à marcher sous les coups, les balles, les tirs groupés, les grenades assourdissantes, les gaz, confrontés alors à des violences qui ne laissent personne indifférent? Quels impératifs guident des manifestants qui défient jour après jour des forces de l'ordre dont la militarisation suscite bien des questions dans les démocraties contemporaines? Pourquoi, en dépit de la répression qui se déploie à l'endroit des protestataires, est-ce que ces derniers persévèrent dans leur lutte et leurs revendications? Comment comprendre les protestations des militants que l'on peut qualifier de continuelles, perpétuelles, parce que jamais réglées, des conflits qui se sont déroulés au fil du temps? Comment expliquer la révolte de segments ciblés de la société, des groupes encore vivants, une révolte certes exacerbée en temps de crise mais néanmoins affirmée? Assurément, en ces temps d'incertitude, alors que désormais infantiliser, voire terroriser les protestataires seraient en attente du sort que leur réservera l'après-pandémie, il semble primordial d'investiguer le pouvoir de la révolte, de la manifestation, de la prise de parole. En l'occurrence, alors que les manifestations ont fortement diminué en ces temps de confinement, ou du moins qu'elles se sont modulées aux préoccupations du jour, par exemple en vue de favoriser un retour rapide à la vie normale, il apparaît plus que pertinent de réfléchir au sens de la mutinerie, de l'émeute, de la contestation sociale, à la liberté d'expression et à sa répression de masse. En effet, entre romantisme de l'activisme et devoir de citoyen, entre conspiration politique et sonneur d'alerte, entre mimétisme et objecteur de conscience, les rôles des protestataires n'en finissent plus de nous interpeller tant leur logique et leurs dynamiques internes réactivent des peurs d'effondrement, celles de nos libertés, de nos civilisations, mais aussi de notre pérennité. Ainsi, il doit très certainement y avoir des logiques, des facteurs et des circonstances qui contribuent à faire en sorte qu'année après année des peuples se soulèvent et dénoncent dans la rue les privilèges des nantis, la corruption des élites, les injustices faites aux petites gens, le rouleau compresseur du capitalisme, la destruction organisée de l'environnement. Incidemment, à l'heure des défis que pose le confinement, lockdown,
nous nous proposons d'aborder les contestations sociales en privilégiant des angles de recherche multiples, autant de dimensions liées à la classe sociale, au genre et à des enjeux aussi diversifiés que la protection de l'environnement, l'exploitation des ressources naturelles sans contrepartie monétaire suffisante aux communautés concernées, le non-respect des droits ancestraux, l'augmentation du coût de la vie, la violence institutionnelle, infantilisation des femmes détenues en prison. Sans équivoque, il s'agit de s'intéresser à des relations de pouvoir et à des contextes de répression pluriels. De fait, dans ce livre, parce qu'il fallait faire un choix au sein de toutes les revendications émanant de segments de la société dont le pouvoir politique se décline fort différemment selon que l'on est pauvre, sans emploi, considéré comme une personne indésirable, ou bien membre d'une organisation puissante, nous avons opté pour des études de cas mettant en scène une grande diversité d'acteurs, de situations, de pays, une option conceptuelle susceptible de permettre de saisir les dynamiques intrinsèques des divers mouvements qui font la une des journaux, en particulier parce que ces émeutes font intervenir les forces de l'ordre. C'est donc afin d'englober une variété de raisons, de motivations et de circonstances qui poussent les protestataires à descendre dans la rue, à prendre les armes, même symboliques, à s'opposer aux autorités gouvernementales, ou encore à mettre à feu et à sac leurs cellules et le mobilier du pénitencier où ils résident, que 3 propositions qui nous semblaient des plus fécondes ont été tout particulièrement retenues. Dans un premier temps, nous allons scruter des contestations sociales que l'on pourrait qualifier de conventionnelles, puisqu'elles s'apparentent probablement le plus à l'image que l'on se fait d'un point de vue historique, d'une révolte orchestrée par le peuple. Ce sera l'occasion d'étudier les Gilets jaunes, en France 2018, les Femen, en France 2008, le groupe Extinction Rebellion, Royaume-Uni, mais dont le rayon des actions se situe au niveau international 2018. Et pour finir, les révoltes qui se sont déclarées en vue de procéder à un déconfinement rapide, États-Unis 2020, et par le fait même, en vue de relancer l'emploi et l'économie. Dans un deuxième temps, attentif à ne pas sous-estimer les rapports de force qui se créent entre les parties en lice, il semble opportun de mieux scruter les conflits qui mettent en scène des sociétés commerciales et des populations locales. Les affaires Rio Tinto, Papouasie-Nouvelle-Guinée 1972 et Dakota, États-Unis 2016 serviront à illustrer ce cas de figure. Enfin, dans un troisième temps, nous allons tenir compte de révoltes qui se sont déroulées en prison, en prenant soin de présenter des émeutes fomentées par des femmes et par des hommes. En particulier The August Rebellion, une émeute qui a pris naissance dans une prison pour femmes, États-Unis 1974, et dans le cas des hommes, une émeute en Russie, 2020, et une au Venezuela 2020. En effet, concrètement, nous posons que les émeutes en prison font largement écho à ce qui se passe à l'extérieur dans la société at large. Le choix conceptuel et épistémologique de traiter dans un même souffle des situations aussi éclatées que les manifestations sociales, des pans entiers de la population ou bien des groupes très sélectifs, les réactions des peuples qui se révoltent à l'endroit des opérations des multinationales qui pillent leurs ressources naturelles et détruisent leur habitat, ainsi que les mutineries orchestrées par des détenus, dans divers contextes pénitentiaires, tient au constat que les protestations qui s'organisent entre les murs des une institution carcérale font nécessairement écho à celles qui se construisent dans la rue, ou encore sur le site d'opération des multinationales fautives. C'est-à-dire qu'il y a lieu de présumer que les révoltes des uns et des autres sont intrinsèquement enchevêtrées et interliées, et que dans la mesure où ces protestations sociales renvoient au sort qui est réservé à des êtres humains, ces émeutes renvoient obligatoirement à l'imposition d'un ordre politique et à des exigences économiques spécifiques. Ce sont autant de conditions susceptibles d'affecter de façon sporadique ou permanente des populations entières, lesquels n'ont d'autre choix bien souvent que de se révolter pour exprimer leur colère et faire savoir au monde les injustices qui les affligent. Ceci étant dit, dans le premier chapitre, nous retraçons brièvement dans les écrits des chercheurs, le parcours des manifestations sociales et leur importance au regard des conflits qu'elles ne manquent pas de susciter avec les forces de l'ordre. De plus, nous prenons soin de rappeler les liens étroits qui existent entre les protestations qui se manifestent dans la rue, et celles qui se développent en contexte carcéral. Avec le deuxième chapitre, ce sont les questions méthodologiques qui sont précisées, en particulier, les propositions de travail,
la nature des données empiriques sélectionnées ainsi que les pistes d'analyse qui seront explorées dans le cadre de nos travaux. Dans le 3e chapitre, nous passons en revue les études de cas qui vont servir à scruter les dynamiques spécifiques des mobilisations sociales et pénitentiaires. Le cas des Gilets jaunes, France 2018, celui des Femen, Ukraine 2008, du groupe Extinction Rebellion, Royaume-Uni 2018, le cas des manifestations en vue de revenir à la normale et de mettre fin au lockdown au Michigan et en Pennsylvanie, États-Unis 2020. Par la suite, nous nous intéressons tout particulièrement à l'affaire Rio Tinto, Papouasie-Nouvelle-Guinée 1972, et au cas Dakota, États-Unis 2016. Enfin, après avoir traité d'une émeute, The August Rebellion, qui a pris naissance dans une prison pour femmes, aux États-Unis 1974, nous discutons de 2 révoltes qui se sont déroulées dans des prisons pour hommes, en Russie et au Venezuela 2020. Mais surtout, nous examinons la mobilisation des protestataires ainsi que les conditions, politiques, économiques, culturelles et sociales, qui ont permis l'émergence de ces manifestations et par voie de conséquence l'engagement des militants. Dans le 4e chapitre, ce sont les revendications des émeutiers qui sont explorées de même que la répression exercée à leur endroit par les forces de l'ordre. Dans le 5e chapitre, nous approfondissons la question des exigences formulées par les protestataires à l'aune d'une quête de reconnaissance ciblée, en prenant soin de présenter les tracés et les bougets de leur démarche judiciaire en vue d'établir leurs droits fondamentaux. Dans le 6e chapitre, eu égard à l'examen des diverses manifestations sociales et émeutes en contexte carcéral à l'étude, nous présentons les configurations qui ont émergé de l'analyse. Il s'agit d'une typologie susceptible de rendre compte des inégalités incontournables qui affectent les populations qui décident de prendre la parole et de se battre pour se faire entendre, en dépit des obstacles évidents qui leur barrent la route. Or, l'absence de concertation et de vision d'ensemble entre les divers protestataires mine leurs efforts personnels, communautaires et planétaires, parce que les visées présentes et futures poursuivies par les militants leur imposent des contraintes sévères, celle de considérer sous l'angle de causes isolées les luttes des uns et des autres, au lieu de s'unir et de travailler ensemble. Dans le 7e chapitre, nous revenons sur le jeu politique qui ne manque pas de se nouer entre les manifestants et les gouvernements. D'un côté, les manifestants tentent de regagner un pouvoir perdu, de l'autre côté, les gouvernements sont en position de s'inspirer des revendications des militants, précisément dans le dessein de montrer leur capacité à bien gérer les affaires de l'État. Dans le 8e chapitre, en mobilisant la notion de crime systémique, nous mettons en exergue le fait que le non-respect des droits fondamentaux des manifestants se traduit notamment par le nécessaire sacrifice de nombreuses personnes et groupes ciblés. En effet, dès lors qu'il est question de profit, de rentabilité, de maintien de l'ordre établi, de violation répétée des droits et libertés des individus et des collectivités, il y a lieu de présumer l'existence d'alliances stratégiques et de manœuvres sophistiquées aptes à garantir au gouvernement et aux sociétés commerciales des immunités récurrentes, FIN 2013b. En bout de ligne, ce que l'examen des manifestations sociales et des émeutes en prison permettent, c'est de mettre en évidence les systèmes de valeurs qui existent à tout moment dans une société, à un moment précis de son histoire, dans le cursus d'un peuple, une nation et surtout, la manière dont les rapports de force se construisent au quotidien, alors que les choix qui sont faits en vue de régler les conflits témoignent de fractures, politiques, sociales, économiques, culturelles, légales, répressives, policières, sacrificielles, profondes. Chapitre 1 Mouvements sociaux, révoltes, émeutes et mutineries. Bref perspective historique de l'évolution des mouvements sociaux et des émeutes en prison. Récemment, les multiplications des mouvements de révolte mobilisaient une grande partie de l'attention médiatique et politique, car en la matière, les exemples ne manquent pas. Occupy Wall Street, les révoltes à Hong Kong, les protestations au Chili, les marches en vue de faire la promotion de la protection de l'environnement, les expéditions de Greenpeace, ou encore les contestations des étudiants au Québec, le choix est vaste. Pour mémoire, par manifestation sociale, il faut entendre la révolte de citoyens, de groupes marginaux ou d'exclus qui tentent de dénoncer une injustice, d'alerter les autorités pour qu'elles interviennent dans une situation problématique, ou encore pour mettre fin à des conditions de vie intolérables. Pour nous, il s'agit donc de réfléchir à l'émeute, à la mutinerie, à la manifestation,
en tant que facteur constitutif de la société de pans entiers de la population. En fait, à travers les époques, de nombreux types de protestations se sont déployés. Par exemple, lutter dans le dessein d'améliorer les conditions liées à la santé et à la sécurité des travailleurs, tenter de restreindre le travail des enfants d'âge scolaire, essayer de faire adopter des mesures aptes à garantir le bien-être des femmes au travail, surtout les femmes enceintes, prévoir des équipements de protection, ou encore donner de la formation sur une base régulière. En ce qui concerne nos travaux, nous nous pencherons tout particulièrement sur les manifestations qui témoignent d'une réelle opposition aux politiques gouvernementales ou bien qui témoignent de leur inaction récurrente. Nous aborderons également le cas de révolte en lien avec les activités de multinationales puissantes, qui pillent les ressources d'un pays sans réelle capacité pour les populations locales de résister à l'envahisseur. Enfin, nous nous pencherons sur le phénomène des émeutes qui se déroulent en prison, en raison précisément de la similarité des enjeux et des luttes qui se déploient dans la société et celles qui s'organisent dans les institutions carcérales. En effet, dans leurs multiples rebondissements, les mouvements sociaux et les émeutes en prison ont pour dessein de dénoncer des conditions de vie inacceptables, un non-respect des droits et libertés fondamentales, ou encore toutes les formes de discrimination qui affligent les citoyens. De fait, autant les grèves, les émeutes, les révolutions que les manifestations sociales sont susceptibles de mobiliser les populations. Avant tout, il s'agit de multiplier les moyens en vue d'attirer l'attention des autorités. À l'évidence, ignorer ces appels et ces signaux avertisseurs peut sonner le glas pour les gouvernements, car sans contredit, les protestations sociales peuvent mettre en péril le pouvoir, voire le capitalisme. Nous examinons maintenant quelques composantes intrinsèques des protestations, en prenant soin de rappeler l'importance du phénomène de l'emballement, c'est-à-dire que parfois l'émeute est susceptible de recruter progressivement de nombreux adhérents. Dans ce mouvement de foule qui s'amplifie, chaque protestataire se sent de plus en plus solidaire d'un élan collectif, surtout face à une élite au pouvoir plus intéressée à s'enrichir qu'à partager les ressources entre tous. Par la suite, après avoir précisé les questions de recherche qui vont guider notre réflexion au sujet des manifestations sociales et des émeutes en prison, nous discutons de l'échantillon retenu et de la teneur des données empiriques qui vont servir à mener à terme ce projet. À la fin, nous prenons soin de préciser les dynamiques analytiques qui vont guider nos travaux. 1. Escalade dans la mobilisation. L'émeute du prix du riz, Japon 1918 et la mort de George Floyd, États-Unis 2020. À maints égards, d'un point de vue historique, il est possible d'envisager que les manifestations sociales ont émergé dans l'esprit des travailleurs, les ouvriers, comme un moyen d'améliorer leur sort. Ces derniers faisaient face à des salaires dérisoires et à des conditions de travail pouvant compromettre sérieusement leur santé et leur sécurité, un enjeu encore d'actualité en 2020. En effet, depuis belle lurette, il semble que ce soit à force de protestations, de manifestations et de grèves que la cause des travailleurs a pu avancer. En ce sens, on peut considérer que les mouvements sociaux sont des acteurs du changement 10. Pour mémoire, ces luttes ont permis d'augmenter les salaires des travailleurs, de mettre en place un système de congés payés, ou encore de mieux encadrer les employeurs peu intéressés à instaurer des mesures de sécurité adéquates. De longue date, l'équation voulant que l'investissement des industries soit compensé, en quelque sorte par l'investissement du travailleur, c'est-à-dire sa vie, a marqué l'évolution des relations en matière de travail, forçant justement la prise en compte de la nécessité de ne pas exiger en retour le sacrifice ultime, la vie des ouvriers, même si encore aujourd'hui, les salariés paient régulièrement de leur vie leur implication dans le milieu du travail. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison que Franklin Roosevelt, en son temps, a su faire comprendre à une partie des patrons américains que les révoltes ouvrières et le chaos social risquaient de balayer leur capitalisme adoré. Serge Halimi, mai 2020, Le Monde diplomatique. Parmi les points forts qui ressortent de l'examen de manifestations sociales passées et contemporaines, c'est qu'il peut y avoir un élément déclencheur qui précipite les protestataires dans une lutte extraordinaire à finir avec les autorités. D'autre part, il est parfois possible d'observer une flambée extraordinaire qui va animer les foules, autrement dit, de façon rapide et spectaculaire comme une traînée de poudre. Le mouvement de protestation peut gagner de nombreux citoyens, s'étendre à plusieurs villes, voire tout le pays. 2 exemples vont servir à illustrer les processus à l'œuvre.
Dans un premier temps, nous abordons les émeutes du riz qui se sont déroulées au Japon en 1918, car la chronologie de cette révolte montre bien la manière dont la mobilisation de la population peut se décupler, lorsque les citoyens font face à une hausse du coût de la vie soudaine et génératrice d'une baisse de leur pouvoir d'achat. De fait, sans conteste, il apparaît fécond d'étudier les mouvements sociaux à l'aune des mécanismes de déclenchement des mouvements insurrectionnels. 13. Les émeutes du riz ont débuté fin juillet 1918, au Japon. Comme le prix du riz montait brusquement sur le marché rapidement, des femmes de pêcheurs travaillant au chargement du riz dans le port de Uotsu tentèrent d'empêcher le départ d'une cargaison de riz, Akamatsu 1964. La police a dispersé les femmes, mais des événements similaires se sont déroulés dans d'autres ports toujours à l'initiative des femmes. Cette phase initiale a été qualifiée comme étant les jacqueries des femmes de Lechi, Suiri 2016. Même si cet événement peut sembler anodin, il n'en fut pas moins transmis de famille en famille, et dès le début du mois d'août, des émeutes éclataient dans plusieurs endroits du Toyama. Outre l'impulsion donnée par les femmes qui y ont tenu un rôle de premier plan, on retient qu'il s'agit d'une révolte spontanée, et surtout que ce mouvement s'est développé sans leader et sans organisation spécifique, Suiri 2016. Mais parce qu'elles ont été relayées par les médias, les émeutes ont gagné les départements de l'Ouest. Le 10 août, à Kyoto, un soulèvement se produit, ce qui incite le préfet à recourir à l'armée pour rétablir l'ordre. Non seulement, les grandes villes sont envahies par des manifestants divers, mais de manière spécifique, les travailleurs également viennent grossir ce mouvement de protestation. Pour faire bonne mesure, les ouvriers du chantier naval Mitsubishi se mettent en grève, idée. Conflits de travail et conflits sociaux se répondent alors les uns aux autres. Une hausse du loyer augmente les tensions, de même que des contrats de métayage jugés inacceptables par les paysans qui vont joindre les rangs des protestataires. En sus, phénomène tout à fait notoire, les gens des ghettos de discriminés joignent les rangs des protestataires. C'est pourquoi à maint égard et de façon exponentielle, ces personnes issues de milieux populaires, exaspérées par la hausse des prix, ont joué un rôle important dans la montée du mouvement de contestation Suiri 2016. Le 17 août, les mineurs de Hubei se révoltent à leur tour, réclamant une augmentation de salaire pour faire face à la hausse du prix du riz, Akamatsu 1964. Lors de l'attaque qui a suivi, on dénombre de nombreux morts et blessés. En tout, il y eut 636 points de soulèvement et 107 interventions de l'armée, suivies de très nombreuses arrestations, idée. Par ailleurs, alors que la police et l'armée affrontent les foules en colère, le gouvernement a tenté de museler la presse, dans le but express d'éviter que les informations concernant les émeutes ne soient relayées à la population at large et n'incitent alors de nouveaux groupes à se joindre à la rébellion en cours. Aussi, à la bataille pour la baisse du prix du riz s'est conjuguée une bataille pour la liberté d'expression, Akamatsu 1964. Le 12 septembre, les mineurs de Manda à Miike sont en quasi-état d'insurrection. Le calme revient vers le mois d'octobre. En 1946, si le bilan des émeutes du riz a pu sembler négatif, selon M. Ozokawa, ces émeutes ont tout de même permis la constitution du cabinet Hara un démocrate. De plus, ces révoltes ont aussi été en quelque sorte un catalyseur à l'éclosion générale de classe, parce que des paysans, des ouvriers et des gens provenant de ghettos de discriminés ont participé à la dénonciation de l'enrichissement des nantis sur le dos des pauvres gens affamés et qui craignaient la faim. En effet, parmi les manifestants s'est développé un fort ressentiment contre les puissants, lesquels ont failli à leur devoir de protection. Dans un tel contexte, la violence est devenue légitime aux yeux des émeutiers, et ce n'est pas sans raison qu'à Tokyo, ils s'en sont pris directement aux maisons des spéculateurs, aux grands magasins, aux banques ainsi qu'aux boutiques de vêtements de luxe qui incarnaient cette économie capitaliste capable de laisser dans la misère le peuple sans ressources. Dans un deuxième temps, nous revenons sur les émeutes qui se sont produites aux États-Unis dans la foulée de la mort de George Floyd, 25 mai 2020, aux mains d'un policier blanc à Minneapolis, dans le Minnesota. Révolte qui montre encore une fois la flambée de la propagation lorsque les citoyens se sentent interpellés par une injustice. Pour mémoire, le mouvement de protestation a rapidement gagné de très nombreuses villes américaines,
mais aussi à l'échelle mondiale, les protestataires dénonçant le racisme sont descendus dans la rue. En l'occurrence, la mort de George Floyd s'inscrit dans une tradition historique de mauvais traitements infligés aux Noirs. Selon plusieurs observateurs, le passage de l'esclavage à la vie libre a fait place à une incarcération de masse ainsi qu'à une violence diachronique renforcée par les cas de meurtre de Noirs commis par des policiers, qu'ils soient en service ou non. À ce propos, depuis l'affaire Rodney King, les citoyens sont régulièrement confrontés à des incidents qui semblent mettre en exergue des pratiques discriminatoires, dont la brutalité policière, dans de nombreux domaines de la vie publique et justicière. Face à cette montée de colère et de protestation, il y a lieu de présumer que l'amplification du mouvement et la violence qui en résulteront seront plus fortes quand les protestataires contestent la violence policière. En effet, la mort d'un homme aux mains de la police constitue un puissant déclencheur susceptible d'intensifier le sentiment que deux groupes opposés sont en présence. Le eux contre nous, Kianga Nyamata Taylor, 29 mai 2020, The New York Times. Dans le dessein d'expliquer la participation massive de nombreux citoyens dans la révolte en cours, il importe de relever que ces événements heurtent le sentiment d'injustice que chacun porte en soi. Les émeutes se sont donc développées en réaction à l'usage abusif de la violence à l'endroit des Noirs, dans le contexte d'une intervention policière, c'est-à-dire que les protestataires ont réagi au constat que la police constitue potentiellement un moyen de maintenir une suprématie blanche. Dans cet ordre d'idées, sous toutes leurs coutures, les révoltes traduisent aussi une colère contre le capitalisme. Or, face à ce mouvement de protestation contre le racisme qui prend de l'ampleur aux États-Unis, dans le but de mater les manifestations qui rejoignent une partie importante de la population, la répression étatique s'est organisée. En date du 2 juin 2020, il était question de recourir à l'armée. C'est pourquoi, de façon assez schématique, nous pourrions dire que la réponse gouvernementale est de maintenir l'ordre public, et pour ce faire, il faut à tout prix recourir aux forces policières. Alors que de façon récurrente, les Noirs font l'objet d'une violence ritualisée de la part de la police, profilage racial, arrestations abusives, contrôle d'identité fréquent, passage à tabac, il semble que la mort de George Floyd vient de signifier que désormais, il existe un avant et un après, parce que, à ce moment précis de son histoire, au milieu des apostrophes, une pandémie qui a déjà causé la mort de plus de 100 000 personnes, dont de nombreux Noirs, dans un pays où le taux de chômage atteint des sommets, alors que les personnes noires sont tout particulièrement touchées par cette situation de perte d'emploi, les États-Unis ne seraient plus aussi enclins à accepter les réponses habituelles qui sont servies au peuple en vue d'expliquer un décès aux mains des apostrophes. Un agent de police, John Branch, 2 juin 2020, The New York Times. Au bout du compte, nous retenons que le point de rupture, ou point de saturation que l'on peut qualifier d'effet Potemkin survient notamment au moment où la population, ou bien un groupe ciblé, estime qu'elle ne peut plus accepter les conditions de vie qui lui sont imposées, et cela peut être aussi bien la hausse du prix du riz, de l'essence, ou bien du prix de billets de métro. Pour mémoire, en 1905, une mutinerie survient sur le cuirassé Potemkin alors que les marins sont contraints de manger de la viande avariée, remplie d'asticots. Excédés, les marins ont décidé alors de se révolter. 2. Manifester contre les compagnies qui polluent et ne respectent pas les droits des peuples. Si les mouvements sociaux mis en œuvre par les ouvriers frappent l'imaginaire et sont immédiatement associés à la contestation sociale, un cas particulier de révolte contre le capitalisme et ses excès a été moins fréquemment évoqué. Nous voulons parler des protestations qui se déploient en réaction aux conduites des sociétés commerciales qui pillent les ressources naturelles de peuples vulnérables, sans compensations adéquates pour les populations déplacées, ou dont l'habitat est détruit à tout jamais. En effet, au cours du siècle dernier, alors que le colonialisme bat son plein et que les industries se multiplient, en parallèle, de nombreuses manifestations se sont organisées pour contrer les opérations des sociétés commerciales qui ne tiennent pas nécessairement compte des exigences des communautés locales, tout spécialement en matière de pollution, ou encore de respect des droits humains. Par exemple, la compagnie Enron États-Unis, célèbre pour sa faillite en 2001, a fortement réprimé l'opposition des villageois qui contestaient l'implantation de la centrale électrique de Dabhol, en Inde, laquelle allait s'ériger à proximité de leur maison. Dans le dessein de protéger les intérêts et les investissements de la compagnie Enron,
Des forces de sécurité, avec l'aval des gouvernements indiens et américains, ont donc repoussé avec violence les habitants qui tentaient de préserver leur habitat. Dans un autre dossier, en Afrique du Sud, la police de type militaire a repoussé armes au poing les grévistes à Marikana, alors que ces derniers tentaient d'obtenir de meilleures conditions de travail et des salaires plus avantageux. Mais là encore, ce sont les intérêts de la société commerciale, dans le cas présent Lonmin, qui ont primé. Ainsi, de façon récurrente et en maintes occasions, des compagnies installées à l'étranger ont fait usage de la force pour pouvoir continuer à opérer dans des pays où une partie de la population estimait que leurs activités brimaient leur qualité de vie. Parfois aussi, une compagnie peut être soupçonnée d'avoir participé à l'élimination d'opposants politiques. Pour preuve, en 2002, une action en justice a été déposée contre Shell en raison du fait que sa filiale nigériane, Shell Petroleum Development Company, aurait contribué à faire en sorte que des activistes, auraient été torturés. Sans relâche, la compagnie aurait assisté l'armée nigériane en lui fournissant des moyens de transport. La compagnie aurait aussi contribué à approvisionner les militaires en nourriture et en leur versant des allocations, c'est-à-dire des violations qui pouvaient être poursuivies en vertu de l'Alien Tort Claims Act, Business et Human Rights Resource Centre, ND. Dans cet ordre d'idées, apparemment, selon un rapport produit par The Public Accountability Initiative, l'industrie des énergies fossiles finance des événements et des galas qui célèbrent les forces policières. Armstrong et Sedman, 27 juillet 2020, Little 6. Selon ce rapport, les compagnies qui exploitent les énergies fossiles devraient donc être considérées comme étant hostiles et nuisibles au peuple, tout spécialement lorsque les questions relatives à la justice raciale et environnementale sont prises en compte. Nina Lakhani, 27 juillet 2020, The Guardian, Armstrong et Sedman, 27 juillet 2020, Little 6. C'est-à-dire que de nombreuses sociétés commerciales dont les opérations favorisent l'injustice environnementale sont aussi celles-là même qui soutiennent les départements de police, précisément des polices qui tyrannisent les communautés où ces mêmes compagnies et industries polluent à grande échelle. Armstrong et Sedman, 27 juillet 2020, Little 6. Par exemple, la compagnie Chevron supporte financièrement la Fondation de la police et de la justice de la Nouvelle-Orléans. En outre, la compagnie s'avère être un membre du conseil d'administration de la Fondation de la police de Houston, tout en étant le promoteur de la patrouille montée de Houston, ID. Quant à la compagnie Shell, elle serait en train de mettre sur pied une usine près de Pittsburgh, ce qui va inévitablement contribuer à la pollution qui sévit dans la région de la Louisiane. Or, Shell serait aussi un partenaire de la Fondation de la police de la Nouvelle-Orléans et également un promoteur de la patrouille montée de la police de Houston, ID. Le rapport jette donc une lumière crue sur la manière dont la violence policière et le racisme systémique sont directement interreliés avec la crise climatique. Carol Muffett, président du Center for International Environmental Law in Nina Lakhani, 27 juillet 2020, The Guardian, Armstrong et Sedman, 27 juillet 2020, Little 6. 3. La répression exercée à l'endroit des manifestants. Parfois, en marge de manifestations sociales dites conventionnelles, des groupes, par exemple les Black Blocs, se joignent aux protestataires pour faire passer des messages musclés et parvenir ainsi à faire réagir la presse avide de Photoshop. Au fil du temps et de leurs interventions, les Black Blocs se seraient fait une spécialité de déjouer les forces policières, un constat qui suggère qu'en dépit des manœuvres et des tactiques qu'ils déploient lors des manifestations, leurs modes opératoires ne diffèrent pas tant que ça de ceux qui sont mobilisés par d'autres associations ou groupes de la population déterminés à descendre dans la rue. Or, la police réserve à ces manifestants un traitement particulier, à savoir une sévérité excessive. À ce propos, on se souviendra qu'à Gênes, lors du sommet du G8, la police avait été accusée de torture à l'endroit des activistes qui avaient manifesté durant le jour. Les militants qui étaient endormis dans un lieu pour lequel l'autorisation d'y séjourner avait été obtenue, au préalable, avaient été réveillés par la police avant de subir des sévices aux mains des agents. Afin de comprendre la violence qui s'exerce à l'endroit des émeutiers, il faut prendre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.